La semaine dernière, Charles avait commencé à tenter de décrocher le temps convoité 10 puissance 6. Aujourd'hui, Charles est de retour. C'est parti! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Qui veut gagner des puissance 6. La semaine dernière, on était en compagnie de Charles et Charles va nous retrouver aujourd'hui. Bonjour Charles, vous pouvez venir. Bonjour à tous. Alors Charles, la semaine dernière, vous avez gravi les échelons, vous avez répondu à beaucoup d'échelons, de très nombreuses questions. Vous avez utilisé déjà deux jokers, un joker tableau et le joker vote du public, il vous en reste 5. Est-ce que vous pensez, Charles, que vous allez pouvoir continuer comme ça sur cette lancée? Oui, je pense que je suis sur une bonne lancée. C'est vrai. Il me reste l'appel téléphonique. Alors oui, c'est vrai, il vous reste l'appel téléphonique. Je vais essayer de le garder pour la dernière question. Ouais. C'est la stratégie. Ok. Et oui, je reste assez confiant. Ok, en tout cas, on souhaite tout le meilleur pour vous, pour la suite, et on va essayer de répondre aux dernières questions, mais surtout, je vous laisse vous installer, et surtout, on va surtout vérifier si la réponse que vous aviez donnée la semaine dernière était la bonne, parce que pour ça fait une semaine que je sors plus de stress. Ah, je m'en doute, c'est très stressant. Non, alors, on va regarder justement cette réponse que vous aviez donnée. La question était simple, la question était la suivante. Soit P un point du plan et D une droite ne passant pas par P, qu'est-ce qui n'est pas unique? Alors on avait la perpendiculaire à D passant par P, la parallèle à D passant par P, la symétrie axiale de P selon D, et enfin, la réponse que vous avez choisie, la sécante AD d'angle 45 degrés passant par P. Ce qui voudrait dire d'ailleurs que ce n'est pas la sécante AD, mais que c'est une sécante AD, puisque dans ce cas-là, ce ne serait pas unique, d'après vous. Alors, est-ce que c'est la bonne réponse? Vous n'avez pas utilisé de joker sur cette question. La réponse pour atteindre la somme de 1000, pour cette 9e question, est la réponse D. Bravo. Effectivement, perpendiculaire à D passant par P, il n'y en a qu'une. Elle est unique, ça c'est sûr. Parallèle à D passant par P, elle est unique d'après un des axiomes d'Euclide. C'est un des axiomes d'Euclide qui nous le dit. La symétrie axiale de P selon D, ça on retrouve, c'est assez facile de montrer que c'est unique. Et puis enfin, la sécante AD d'angle 45 degrés passant par P, il y en a deux, en géométrie euclidienne, en tout cas dans le plan. On a effectivement deux, soit qui penchent d'un côté, soit de l'autre. Mais voilà, effectivement, donc bien joué. Il vous reste donc 6 questions, questions 10, 11, 12, 13, 14, 15. Est-ce qu'on y va pour la 10e qui vous permet d'atteindre le 2e palier? On y va. On y va, c'est parti. Lequel de ces ensembles est indénombrable? Réponse A, 0, 1, puissance n, Q crochet x, Z plus IZ, ou M indice 2 de Z. Théorie des ensembles, donc, chose que vous n'appréciez pas trop. Effectivement, c'est pas ma matière préférée, mais je vais quand même essayer de répondre à la question. Ok. Sachez que si vraiment ça ne vous convient pas du tout, vous avez le Joker Switch qui vous permet de changer de question. Et vous avez toujours 4 autres jokers au cas où. On va répondre à cette question par élimination. Je dirais que la B, on peut faire une bijection avec 2 puissance n. Donc c'est dénombrable. 2 puissance n, c'est quoi 2 puissance n? 2 puissance n. Comme ça, c'est quoi 2 puissance n? Vous dites on peut faire une bijection avec 2 puissance n. Oui, enfin plutôt je me suis exprimé, c'est-à-dire qu'on peut faire une bijection avec grand N. Ah, avec grand N, d'accord. Et parce que pour vous, c'est quoi un dénombrable en fait? Je pense que c'est déjà la première question qu'il faudrait se poser. Qu'est-ce qu'un ensemble en fait indénombrable? Je crois que c'est un corollaire, mais justement c'est un dénombrable si on peut pas faire de bijection avec grand N. D'accord. Je pense pas que ce soit la définition exacte, mais je crois que c'est un théorème du coup.
Enfin, Je ne vous en dis pas plus, je ne peux pas vous guider. À moins que vous preniez le joker indice du présentateur, qui vous permettrait peut-être de mieux répondre à la question. mais dans cette logique-là, à chaque fois, on peut faire une bijection avec grand N, avec B, avec C et avec D. Donc, je pense que c'est la réponse A. Vous pensez que c'est la réponse A? Pourquoi? Oui, je pense que c'est la réponse A car je vois mal comment on peut dénombrer ces termes-là, cet ensemble-là, pardon. Alors, l'ensemble de la réponse A, déjà, ça vous évoque quoi? Pour vous, qu'est-ce que c'est que 0, 1 puissance n? Ça serait l'ensemble des fonctions de l'ensemble de départ n allant dans 0, 1, dans D'accord. l'ensemble 0, 1. Q crochet X, c'est quoi pour vous? C'est les. C'est l'ensemble des fractions. Ce sont des fractions. Q crochet X? Pardon, c'est les nombres, comment on appelle ça là? J'ai sur le bout de la langue. Oh, ça viendra peut-être. C'est des polynômes avec une fraction quoi. D'accord. Attends, il faut quand même essayer de retrouver le nom, parce que... Fraction rationnelle peut-être. Oui, exactement. D'accord. Donc pour vous c'est ça. Ensuite Z plus IZ, qu'est-ce que ça C'est peut être? des nombres complexes. C'est l'ensemble des nombres complexes. Quelconque? Non, parce que ils sont entiers, si je puis dire. Je D'accord. sais pas si on peut dire qu'un nombre complexe est entier, mais il est constitué d'une partie imaginaire entière et une partie réelle entière. Très bien. Et le dernier, M2, C'est Z. des matrices de taille 2 à valeur dans Z. D'accord. Donc pour vous, par exemple Z plus IZ, les complexes entiers, donc ça c'est dénombrable, c'est ça? Donc Oui. pour vous, ça voudrait dire qu'on peut faire une bijection avec n. Oui. C'est ce que vous avez dit. D'accord. L'ensemble des matrices, la réponse D pareil, on peut faire une... Pareil, oui. D'accord. Et donc vous opteriez plutôt pour 0,1 puissance n, Q crochet X, donc pour vous on peut faire aussi une bijection. Vous avez l'idée de la bijection en tête? Non, c'est l'un des seuls où ça peut me poser souci. D'accord. Je vais peut-être utiliser un bonus. Peut-être. Un joker? Oui. Alors, je vous influence pas, donc c'est votre souhait. Vous décidez d'utiliser un joker? Oui. Alors lequel dans ce cas-là? Je vais utiliser le joker des deux réponses possibles. Les deux réponses possibles, d'accord. Donc c'est la double chance, c'est ça. Donc vous pouvez choisir donc une première réponse, et si elle est fausse, c'est pas grave, vous avez la deuxième, d'accord. Donc on part là-dessus, c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Très bien, alors je vous laisse choisir une réponse pour commencer. Donc mon premier choix, ça serait la réponse A. C'est ma Premier première choix, c'est la intuition. réponse A. Donc je vais partir là-dessus. Donc je valide la réponse A. Si c'est bon, bah tant mieux pour vous, vous aurez utilisé votre joker pour rien, du coup. Tant pis. Tant pis. Si c'est pas bon, c'est pas grave, vous pourrez choisir une deuxième réponse. Je vous laisse regarder votre écran. Et la réponse est... Et en fait, c'était la bonne réponse. C'était J'arrive bien, pas dû prendre le c'était bonus. bien 0,1 puissance n. Fallait vous faire confiance. Effectivement, ouais, donc vous avez utilisé votre joker pour rien. Alors, l'explication quand même, je vais vous la donner. Z plus IZ, bon, c'est évidemment dénombrable parce que c'est une histoire, bon, c'est que des entiers partout, donc comme c'est en fait, ici, c'est en quelque sorte une union de deux choses totalement dénombrables. Ensuite, on a M2 de Z. En fait, M2 de Z, on peut le voir comme un espace à 4 dimensions. Oui. Donc c'est à nouveau, en fait, alors non pas une union, j'ai dit une union, mais c'est plus un produit cartésien ici. C'est un produit cartésien fini d'ensemble dénombrable, donc ça reste dénombrable. La question se posait effectivement pour Q crochet X, ça paraît pas évident, mais il y a effectivement une bijection avec grand N. Elle est un peu compliquée, très honnêtement, cette bijection. Mais déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que N et Q sont en bijection. L'ensemble des rationnels est dénombrable.
Par contre, Q crochet X, c'est pas l'ensemble des fractions rationnelles, c'est l'ensemble des polynômes à coefficient dans Q. Parce que c'est des crochets, non pas des parenthèses. C'est ce que je voulais dire, mais pas confondre. il me manquait le bon terme. Ok, donc c'est les coefficients qui sont des nombres rationnels. Et en fait, cette histoire de bijection, déjà, il y a plusieurs façons de le démontrer. Donc, effectivement, trouver la bijection qui est un petit peu compliquée. L'autre solution était en fait de remarquer que Q crochet X, c'est une union dénombrable d'ensemble dénombrable. Puisque c'est l'union, en fait, des Q indice N crochet X. Et comme les Q indice N crochet X sont des espaces vectoriels, en fait, de dimension finie, et que des espaces vectoriels de dimension finie peuvent se rapporter à des produits cartésiens finis, qui dit produit cartésien fini d'ensemble dénombrable dit ensemble dénombrable, et qui dit union dénombrable d'ensemble dénombrable dit ensemble dénombrable. Donc Q crochet X est bien un ensemble dénombrable. Et 0, 1 puissance n n'est pas dénombrable, tout simplement parce que 0, 1 puissance n, en fait, ça ressemble beaucoup à l'ensemble des parties, ça ressemble à P de n. Vous savez, l'ensemble des ensembles inclus dans N. Et ça, il y a un théorème qui dit clairement que tout ensemble n'est pas en bijection avec l'ensemble de ses parties. Donc 0, 1 puissance n est effectivement indénombrable, puisque n n'est pas en bijection avec P de n. Donc il n'est pas en bijection non plus avec 0, 1 puissance n, qui est donc un ensemble indénombrable. Du coup, vous avez trouvé la bonne réponse. Dommage pour le joker, mais c'est pas grave. On en a encore 4, et on passe à la prochaine question. On passe à la prochaine question. C'est parti. En informatique, lequel de ces langages a un paradigme fonctionnel? Réponse A, OCaml. Réponse B, SQL. Réponse C, HTML. Réponse D, Brainfuck. Vous aimez ça, l'informatique? C'était compliqué. Ouais. J'aimais l'informatique, mais l'informatique ne m'aimait pas. D'accord. Bon, déjà, est-ce que vous connaissez ces langages de programmation? Oui, je connais 3 de ces langages, OCaml, SQL et HTML, mais par contre Brainfuck, j'ai l'impression que ça ressemble plus à une blague. D'accord. De votre part. C'est tout ce que je peux vous dire, que là on n'est plus dans des questions avec des blagues. Et Brainfuck, ça me paraît assez vulgaire pour un langage de programmation. Donc je vais utiliser la question qui permet d'avoir une chance sur 2 de trouver la bonne réponse. Le joker? Oui. Le joker 50-50? Exactement. Très bien. Parce que vous hésitez avec quoi? J'hésite avec tout. Néanmoins, OCaml, je pense qu'il n'y en a pas. Parce que j'en ai jamais entendu parler et c'est un langage que j'ai beaucoup utilisé l'année dernière. Pareil pour SQL. Donc j'hésiterai plus entre HTML et... Parce que pour vous, c'est quoi paradigme fonctionnel? C'est un peu le serpent qui se mange la queue, si je puis dire. C'est-à-dire? Je dirais que c'est un peu comme une erreur dans le système, un peu un paradigme fonctionnel, ça m'évoque un problème de logique dans le langage. D'accord. Alors vous prenez le 50-50, c'est Oui. votre dernier mot? Très bien, il vous reste donc OCaml et SQL. Réponse A et B. C'est les 2 langages que je voulais, que je pensais qu'il n'y en avait pas. Donc vous vous retrouvez un peu embêté. Si vraiment ça vous embête, moi je peux vous proposer d'utiliser le Joker Switch pour changer de question. Effectivement, si vous reste que les 2 réponses OCaml et SQL que vous ne vouliez pas, le Joker Switch peut-être s'impose. Évidemment, c'est oui, je vais changer de question. Changer de question, est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Ça me paraît trop dangereux. Très bien, on va donc changer de question. Avant, on va quand même essayer de répondre comme ça à cette question, voir ce que vous auriez répondu. Alors, entre A et B. J'aurais peut-être dit OCaml, car OCaml, c'est un langage un peu plus compliqué, et SQL, ça me paraît très bateau comme langage, parce que on demande des requêtes, donne-moi le nombre de personnes dans l'hôtel, et ça me
me paraît être un peu tout con, donc qu'il y ait des paradigmes fonctionnels, ça m'intrigue beaucoup, donc j'aurais plutôt dit OCaml. D'accord. Vous auriez dit OCaml. La réponse, c'était OCaml, effectivement. Alors, paradigme fonctionnel, en fait, c'est pas ça du tout. Paradigme fonctionnel, en fait, ce qu'on appelle le paradigme d'un langage de programmation, c'est simplement sa manière de fonctionner. C'est est-ce que quand on programme en OCaml, par exemple, est-ce que c'est plus on fait des fonctions, est-ce que on fait plus de l'impératif? Vous savez, il y a le paradigme, enfin il y a plusieurs paradigmes impératifs en réalité, mais par exemple Python, c'est de l'impératif. On donne clairement des instructions et puis Python exécute, ce qui n'est pas le cas vraiment d'OCaml. OCaml est plus fonctionnel parce qu'on est en permanence en train de déclarer des fonctions. Donc c'est un peu... comment? On commence par let. Ouais, c'est un peu ça. Et alors que, bon, SQL, clairement, il n'est pas fonctionnel du tout, puisque le principe de SQL, c'est d'écrire des requêtes. Donc on n'écrit pas de fonctions, on écrit des requêtes, on tape sur entrée et hop, ça affiche un truc. On n'est pas là, voilà, pour déclarer des fonctions dans SQL. HTML non plus, c'est un langage de balises qui est fait plus pour coder des... De balises? Oui, c'est ce qu'on appelle un langage de balises. En gros, on note des crochets ou on donne des petits noms un peu pour mettre du texte en gras, par exemple. Et le brainfuck, c'est un vrai langage de programmation qui existe, qui est en fait un peu humoristique. En fait, c'est un langage qui est basé sur des symboles, des plus, des moins, des choses comme ça. Ça sert absolument à rien, mais c'est juste pour tester un peu les limites de ce qu'on peut faire avec un ordinateur ou un langage de programmation. Mais ça n'a pas vraiment un paradigme fonctionnel du tout. Vous avez opté pour le Joker Switch. Alors, c'est parti, Joker Switch, mais petite nouveauté pour le Joker Switch, vous avez le choix entre deux thèmes. Vous avez donc le thème calcul mental ou le thème physique. Qu'est-ce qui vous tente le plus? J'aime bien la physique, mais je préfère les maths. Donc je vais partir sur du calcul mental. Très bien, c'est votre choix? Oui. Très bien, alors voici la question de calcul mental. Charles, je vous laisse me calculer 3 puissance 201 fois 4 puissance 102 fois 6 puissance moins 200. Est-ce que ça fait 24, 32, 48 ou bien 56? J'aurais bien voulu avoir le tableau là. Ouais, je m'en doute. Ok. Donc le 4 puissance 102, c'est comme si c'était un 2 puissance 204. D'accord. Et le 6 puissance... non, j'allais dire une bêtise. Si, le 6 puissance moins 200, c'est comme si on faisait 3 puissance moins 200 et 6 puissance et 2 puissance moins 200. D'accord. Donc ce qui nous laisse 3 fois 4 2 puissance 4. Donc 2 puissance 4 c'est 2, 4, 8, 16. 16 fois 3. 16 fois 3, je dirais 48. 48, réponse C? Je vais vérifier une dernière fois. Pas de soucis, prenez votre temps. Donc 2 puissance 4. 2 puissance 4. 2, 4, 8, 16. Ok. On part sur le 48. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Et la réponse, Charles, on la saura juste après la pub.
J'ai trouvé un jeu génial qui s'appelle Find the Odd One Out. Le principe est simple, il faut trouver l'intrus parmi plusieurs images. Si ce concept semble totalement pompé sur Où est Charlie, le développeur souhaite rassurer les joueurs en leur informant que non. Ce qui est incroyable avec ce jeu, c'est que quand on clique sur une carte et que ce n'était pas la bonne, alors la carte sur laquelle il fallait cliquer s'affiche en surbrillance jusqu'à la prochaine action du joueur, ce qui constitue une avancée technologique extrêmement considérable. On ne s'ennuie jamais avec ce jeu, et cela nous pousse à repousser nos limites à chaque fois cette carte a été mise en surbrillance. Plusieurs modes de jeu sont disponibles. Par exemple, le mode Race nous propose de trouver un certain nombre de fois l'intrus, mais le plus rapidement possible. Quand le joueur est compétent, il est récompensé avec des médailles exclusives et inédites qui raviront petits et grands. Comme disait Michel Sardou, le mode Infinity me permet de jouer jusqu'à l'infini, ça fait beaucoup. Et à chaque fois que je trouve l'intrus, je gagne quelques secondes dans le chronomètre officiel du mode de jeu. Il existe aussi plusieurs niveaux de difficulté. En mode fort grande masse, il n'y a que 4 cartes. Mais en mode impossible, c'est vraiment le gros dawa Sadaron. Ce niveau est réservé aux gens compétents. Ce jeu a vraiment une durée de vie infinie, comme la limite d'une série divergente à terme positif. Je recommande ce jeu à tous mes amis. En plus, dans la prochaine mise à jour, de nombreuses nouveautés feront leur apparition, comme le mode Sequences, dans lequel il ne faut jamais se tromper, sinon c'est foutu. Ça rase, et plus de 1200 cartes colorées différentes. Pour encore plus de diversité, jouez à Find the Odd One Out gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. On est de retour sur le plateau de Qui veut gagner les 10 puissance 6 avec Charles qui a répondu à cette question Switch, du coup c'est votre joker. Calculez 3 puissance 201 x 4 puissance 102 x 6 puissance moins 200. Est-ce que ça fait 24, 32, 48 ou 56? Vous avez opté pour une technique très efficace, vous avez décomposé les puissances, décomposé les bases et les exposants, et vous vous retrouvez donc avec 48, c'est ce que vous m'avez dit. Oui. Est-ce que vous avez bien calculé? La réponse est... c'est 48, c'est ça. Ah, de mieux en mieux. De mieux en mieux. Là, on sent que vous êtes sur une bonne lancée. Donc, oui, effectivement, c'était la bonne technique pour calculer tout ça. Rien d'autre à ajouter sur cette question de calcul mental. On passe donc à la question 12. Vous êtes prêts, Charles? Je suis prêt. C'est parti. Lequel de ces termes désigne une loi de composition interne à R étoile? Est-ce que c'est réponse A, le quotient, réponse B, la division, réponse C, le rapport, ou réponse D, la fraction? Voilà, c'est une question où il faut analyser en fait les 4 et dire laquelle des 4 désigne donc une LCI sur R étoile. Déjà, est-ce que ces 4 mots vous parlent? Ces 4 mots me parlent, mais ils se ressemblent beaucoup. Alors, il vous reste encore 2 jokers, l'appel à un ami et l'avis du présentateur. Loi de composition, je pense que je vais appeler un ami. Vous pensez appeler un ami? Oui. Alors, d'accord. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Très bien, alors qui est-ce qu'on va appeler? J'ai un ami dans ma classe de prépa qui s'appelle Jules. D'accord. Et il est très bon en maths. Ok. Eh bien très bien, on va donc appeler Jules tout de suite. Ah, allô Jules? Allô? Allô, bonjour, c'est Médéric pour Qui veut gagner des 10 puissance 6. Il y a Charles qui a décidé de vous appeler parce qu'il avait besoin de vous sur une question. Médéric. Vous pensez pouvoir l'aider? Inch'Allah, comme on est en Bretagne. Bon, alors,
Jules, il a vraiment besoin de vous, hein, donc vraiment, faut être hyper concentré sur cette question. Il n'y a pas de limite de temps, c'est une nouvelle règle, donc vous pouvez même parler avec lui, tranquille. Tout va bien. À vos ordres. Jules, tu m'entends? Ouais. La question c'est lequel de ces termes désigne une loi de composition interne à R étoile? Réponse A, le quotient. Réponse B, la division. Réponse C, le rapport. Réponse D, la fraction. Lequel de ces Et la termes composition interne. désigne une loi de composition interne à R étoile? Une LCI. Là, c'est hyper piégeur parce que dans tous les cas, en gros, on divise. Donc ça revient un peu au même, sauf que je suppose qu'il y a un piège. Vas-y, dis-moi. Il y a le quotient, la division, le rapport et la fraction. Mais pour moi, ces termes-là, ils sont quasiment tous équivalents. À part, Un vrai rapport déjà. je dirais que c'est la division, parce que la division, c'est la seule loi, tu vois. C'est un peu la question, du coup. Ouais, Bah, c'est après, ça. la division, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc, Ouais, mais la division, tu vois, c'est... la fraction, pour moi, c'est un objet, mais c'est un cinquième, tu vois. Mais c'est pas le divisé, quoi. Et pour moi, le seul Après, divisé, tu c'est vois, la quand- division. la multiplication, c'est une autre LCI. Mais en soi, au niveau des termes, multiplication, c'est semblable à division. Enfin, c'est à peu près pareil. Alors que multiplication, c'est pas semblable à quotient, par exemple. Alors, multiplication, division, c'est pareil. Moi, je dirais division. La division, donc selon Jules. D'accord. Attends, redis-moi les autres. Moi, déjà, le rapport. Non, le rapport, j'enlève. Ça, c'est. Non, ça me dit rien. Il y a C'est quotient, quotient. fraction et division. Fraction, j'enlève aussi. Fraction, j'enlève aussi. Donc, c'est entre quotient et division. Ouais. Et moi, je dis division. Jules dit division. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est le dernier mot de Jules. Est-ce que vous, Charles, vous optez pour la réponse que vous propose votre ami Jules? Jules m'a souvent déçu, mais là, j'ai envie de le croire sur cette question. On valide donc la division, c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Très bien. Eh bien, la réponse à cette question, quelle loi de composition interne à R étoile, c'était la division. Merci GM. Bravo Jules, bravo Charles. On va se laisser ici, du coup, Jules. Merci. Eh ben, on fait ça jeudi soir chaque mois. Oui, on s'arrangera jeudi soir. Ah, il y a beaucoup de fêtes en prépa. Allez, hein. ça va. C'est fini la Ah prépa. bah oui, attends. La prépa, c'est Allez. fini aussi. Salut GM. Merci, à bientôt. Allez, salut les gars. À tous, salut. Bah Charles, bravo. Déjà 12 questions. Ah, il vous reste 3 questions. Hein, question 13, Trois 14 questions. et 15. 3 questions, un seul joker. Hein, l'indice du présentateur. Pensez pouvoir y arriver? J'espère. Là, je doute de plus en plus de mes capacités et de mes moyens. On croise les doigts pour vous. Voici la 13e question. Qu'est-ce qui est admis en logique constructiviste? Le principe du tiers exclu, réponse A. Réponse B, l'involutivité de la négation. Réponse C, l'idempotence de la disjonction. Réponse D, le raisonnement par l'absurde. Voilà. Il y a des mots très compliqués dans cette question. Néanmoins, c'était un des derniers chapitres qu'on a fait en informatique. D'accord. Donc j'ai des souvenirs un peu plus frais Que d'autres chapitres? que notre chapitre en informatique. Théorie des langages, par exemple, ça vous parle? Ça me parle, oui. Ça me parle de loin, mais ça me parle. Donc pour répondre à la question principe du tiers exclu, je suis quasiment sûr que ça ne marche pas. L'involutivité de la négation, c'est non égale oui. Et ça, pareil, c'est pas très constructiviste. Et le raisonnement par l'absurde non plus n'est pas constructiviste. Et donc, D'accord. même si je ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire idempotence de la disjonction, je pense que c'est la bonne réponse. Ouais, vous répondez rapidement là sur cette question. Vous avez l'air assez sûr de vous. Je suis assez sûr de moi car Les 3 autres ne vous les parlent pas. trois autres ne me parlent Enfin, vraiment, vous vraiment êtes, pas. ouais, vous pensez vraiment que c'est pas les 3 autres. Donc ça serait la réponse C. Est-ce que c'est votre dernier mot?
Ça serait bête de perdre sur cette 13e question. C'est vrai que ça porte malheur. C'est vrai. Qu'est-ce qui est admis en logique constructiviste? Principe du tiers exclu, non. C'est peut-être... Ouais, non, je partirai sur la C. C'est votre dernier mot, C'est mon Charles? dernier mot. Qu'est-ce qui est admis en logique constructiviste? Alors, le raisonnement par l'absurde, il n'est pas admis. Ça, c'est sûr, c'est un des principes de base en fait de la logique constructiviste qui se démontre. Hein. On peut démontrer en fait que le raisonnement par l'absurde n'est pas admis. Le principe du tiers exclu ne l'est pas non plus, puisqu'en fait, raisonnement par l'absurde, enfin, un des raisonnements par l'absurde découle du principe du tiers exclu, ou le contraire, on peut faire découler l'un de l'autre. Mais pour le principe du tiers exclu, ça c'est sûr que ce n'est pas admis non plus. Reste l'involutivité de la négation. Donc pour vous, l'involutivité de la négation, c'est le fait que non est égal à oui. Oui. C'est ça. Alors, une fonction f est involutive lorsque f carré est égal à l'identité. Et donc, effectivement, cela correspond au fait que non est égal à oui, pour la négation. Mais est-ce que c'est vraiment pas admis en logique constructiviste? Eh bien, la réponse, c'est que, effectivement, ce n'est pas admis. C'est donc la réponse C. Bravo. C'est bien l'idempotence de la disjonction. Alors, qu'est-ce que l'idempotence? C'est la question que je me posais. Ça. Mais... C'est très simple en fait. Ça dit simplement que A ou A, ça fait A. Ok, bah, parfait, vous avez répondu rapidement sur cette question. On passe à la suivante, la 14e, l'avant-dernière. On croise les doigts. C'est parti. Soit E un espace vectoriel non réduit au singleton 0, combien existe-t-il de produits scalaires sur E qui vérifient, pour tout x dans E, le produit scalaire de x avec x est égal à 0. Alors est-ce que c'est réponse A, 0, réponse B, 1, réponse C, un nombre fini plus grand que 1, ou réponse D, une infinité? C'est une très belle question, Médéric. Médématique, pardon. Vous savez, vous pouvez m'appeler comme vous le souhaitez. Médoche me va très bien aussi. Je n'oserais pas. Donc une des caractéristiques du produit scalaire, c'est que pour tout x tel que le produit scalaire de x crochet x égale 0, ça implique que x égale 0. D'accord. Donc ça c'est sûrement un des indices principaux dans cette question. Donc la question c'est combien il existe de produits scalaires. Je dirais que c'est nécessaire en fait, cette condition est nécessaire. Et des produits scalaires sur eux, je pense qu'il y en a une infinité, car il suffit de rajouter un coef et on a un nouveau produit scalaire. Et par conséquent, je répondrai la réponse D. Je vous rappelle qu'il vous reste un joker, hein, toujours, l'indice du présentateur. Je préfère garder ce joker potentiellement pour la dernière question. D'accord. Je pense que la dernière question sera sûrement la plus dure. D'accord. Et donc là, je suis à 85% sûr de moi. Alors pour vous, un produit scalaire, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez me le définir? Un produit scalaire, je dirais que c'est une fonction qui D'accord. vérifie trois comment on appelle ça? Trois règles, Règles, propriétés, oui. Donc il y a la positivité, là, un produit scalaire ça ne peut pas être nul. Le produit scalaire ne peut pas être nul. Parce que là, on a clairement la question justement Il peut être strictement nul. strictement nul. Parce qu'on peut être nul sans être strictement nul. Oui, c'est la positivité du produit scalaire. Un produit scalaire ne peut pas être nul. D'accord. Enfin, strictement nul. Parce qu'il peut être égal à 0. Donc, si on joue sur les mots, vous avez raison, il peut être nul, mais ça sera égal à 0. Est-ce que ça serait pas la définition de nul, justement? Nul, est-ce que ça serait pas égal à 0? Ben si. D'accord.
Alors, ok, alors quelles sont les autres propriétés Je crois qu'il y a aussi je crois que c'est l'homogénéité. En gros, c'est si on met un facteur devant un des vecteurs, c'est égal à ce facteur fois le produit scalaire sans D'accord. vecteur. Et l'homogénéité, je suis pas sûr. Ouais, si ça doit s'appeler comme ça, l'homogénéité. Et ensuite, c'est la positivité. Et la positivité, c'est justement cette règle-là. Et il y a une autre règle qui est un produit scalaire est forcément non nul. Enfin, pardon. Pour tout x, x crochet x est plus grand ou égal à 0. Plus grand ou égal à 0. Oui. D'accord. Et donc, et l'autre règle, c'est pour tout x appartenant à E, le produit scalaire de x crochet x égale 0. Implique que x égale 0. D'accord. Et donc, lorsque l'on vérifie tout ça, on a un produit scalaire. Ah, ça serait lequel? Ah, vous dites, on a un produit scalaire. Ah non, vous dites... Lorsque quelque ces chose trois qui est- règles d'accord. sont vérifiées, on a ce produit scalaire. Et donc, en rajoutant un coefficient devant dans cette fonction, Donc on suppose qu'un tel produit scalaire existe. Si exactement, on- ça serait un produit scalaire différent des autres, et du coup, on aurait une infinité, on peut en construire plein. D'accord. Donc, je dirais une infinité, la réponse D. Réponse D, une infinité, est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. Soit E, un espace vectoriel non réduit au singleton 0, combien existe-t-il de produits scalaires sur E qui vérifie pour tout x dans E, produit scalaire de x avec x est nul. Alors, il est déjà important de préciser que l'espace vectoriel n'est pas réduit à 0, parce que s'il était réduit à 0, ben ça dépendrait en fait, ça dépendrait de E. Alors, la réponse, ce n'est pas un nombre fini strictement plus grand que 1. La réponse, ce n'est pas non plus 1, la réponse B, puisque ça serait vrai si E était un espace vectoriel nul, il n'y aurait que le produit scalaire nul, qui vaut tout le temps 0, qui fonctionnerait dans ce cas-là. Mais comme là, on sait qu'il n'est pas réduit à 0, ça ne marche pas. La réponse, Charles, c'est la réponse A. C'était 0. Et pourquoi Il donc? n'y a pas de tel produit scalaire. Pourquoi? Ben parce que, vous l'avez dit, si un produit scalaire... pardon. Ah, c'est pour tout Ce que vous x. l'avez dit, c'est pour tout x. C'est pour tout x. C'est pour Non. tout x. Ah, X n'est j'ai. pas forcément nul ici. C'est. Ah, maintenant, Ouais. c'était. Il existe un x. Effectivement, C'est il existe, avec la un il existe, condition, ça c'est il marcherait. existe. Il y en aurait effectivement une infinité, puisque... Mais c'est la condition nécessaire, C'est ça. c'est il existe un x. Et voilà. Ah, j'ai. Et là, on a un Faute pour de tout. frappe. C'est ça. Parce que là, effectivement, il n'y a que le vecteur nul qui marche. Donc c'est pour ça que il y avait cette condition non réduite à 0. Ah, j'ai Mais, mal lu en fait. J'ai- Ouais, c'est... Ah, c'est une erreur d'inattention. Simplement une erreur d'inattention, donc c'est pas trop grave. Bon, c'est pas grave, c'était la 14e question, c'est normal, c'est les questions les plus difficiles. Vous avez quand même empoché 3000, parce que bon, vous êtes retombé à la 10e. Bon, c'est pas grave, vous m'en voulez pas trop. Non, je suis contente de gagner 3000 unités arbitraires. 3000 unités Ça fait beaucoup, je pourrais m'acheter beaucoup de choses avec ça. Ouais, c'est clair, des t-shirts médématiques sur la boutique, vous le trouverez évidemment juste en bas de l'écran et dans la description, bien évidemment. Merci Charles en tout cas d'être passé, moi ça me fait super plaisir. À une prochaine peut-être. À une prochaine. Peut-être vous reviendrez pour une émission spéciale pour les candidats les plus emblématiques de cette émission. J'espère faire partie de ces candidats. Allez, merci, sans rancune pour cette question. Sans rancune. Sans rancune. On se dit à la prochaine, je vous laisse repartir, Je remercie la communauté médématique avant de partir. bien sûr. Et j'aimerais faire une dédicace à mon ancienne chambre d'internat. D'accord. Donc à Jules, à Clément, à Lilian Ouais. et à Médéric. Ah, c'est vrai. Bah, pourtant, j'étais pas dans votre chambre officiellement. Ouais. Vous en faisiez presque partie.
Ah, c'est gentil, c'est gentil. Bon, merci Charles, à la prochaine. Et puis, quant à nous, on va se laisser. C'était super. Je voulais remercier Jules de m'avoir aidé. Merci effectivement à Jules, merci à tous les abonnés qui ont répondu aussi au sondage dans l'onglet communauté. C'est un vrai plaisir. J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle émission avec de nouveaux candidats. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!